On a également parlé précédemment de l'état de droit pour définir la démocratie. Dans un régime autoritaire, l'état de droit n'est pas garanti. Qu'est-ce que cela signifie? Que dans certaines circonstances, l'État lui-même n'est pas soumis au respect du droit et que des enjeux de pouvoir ou des enjeux politiques épargnent à l'État d'être soumis au droit. C'est notamment le cas avec la fameuse raison d'État, cette doctrine selon laquelle le pouvoir ne doit pas hésiter à utiliser la force lorsque l'État fait face à une menace grave et imminente. Dans les régimes autoritaires, il n'est pas rare que toute manifestation hostile au pouvoir ou toute opposition politique soit perçue comme une menace grave pour l'État, ce qui justifie l'usage de la force, la répression policière et au final des arrestations arbitraires et des condamnations nombreuses à l'issue de simulacres de procès. Il n'est donc pas possible de recourir à une juridiction contre l'État lui-même ou une de ses composantes dans un État autoritaire. Par exemple, s'il y a une fraude électorale, si des électeurs ont subi des pressions pour ne pas voter ou pour voter pour un candidat spécifique, ou si un parti politique a été injustement aidé par les médias, il est difficile de porter plainte contre l'État pour dénoncer ces irrégularités. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas possible de porter plainte, cela veut simplement dire qu'il y a beaucoup de chances que la plainte soit classée sans suite. La démocratie, on l'a vu, c'est aussi le respect des droits de l'homme. On a vu que ces droits, c'est un ensemble de droits fondamentaux, imprescriptibles, inaliénables et universels qui sont attachés à la personne humaine. Ce sont notamment les libertés individuelles, liberté d'expression, liberté religieuse, liberté de conscience, et les libertés politiques, droit de vote, droit de manifester, droit de s'associer, etc., etc. Dans un régime autoritaire, ces droits ne sont pas systématiquement bafoués, mais selon les circonstances, ils peuvent être mis au second plan par rapport à d'autres enjeux comme la raison d'État dont on a parlé avec l'État de droit. Par exemple, si la stabilité du pouvoir implique de ne pas changer de chef d'État ou de parti au pouvoir, l'État autoritaire fera tout pour limiter les libertés politiques. Il veillera à empêcher que d'autres forces politiques puissent entrer dans l'arène politique. On peut ainsi prendre en considération le système politique algérien. Si celui-ci est officiellement multipartiste depuis la réforme constitutionnelle de 1989, dans les faits, le fonctionnement institutionnel prive l'opposition de tout pouvoir décisionnaire crucial et lui barre l'accès aux hautes instances de l'État. De plus, le régime recourt à différentes manœuvres, trucage des élections, etc., afin d'affaiblir l'opposition. Par exemple, si des manifestations sont organisées contre le pouvoir, l'État autoritaire interdira ces dernières ou, s'il les autorise, il demandera à la police soit d'arrêter les manifestants pour mettre fin à l'événement, soit de réprimer brutalement les manifestants pour les dissuader de recommencer à l'avenir. Signalons que la répression brutale en vue de dissuader de nouvelles manifestations est aussi un phénomène que l'on observe en démocratie, notamment lorsqu'un gouvernement a en son sein des composantes autoritaires proches de l'extrême droite, ce qui peut donner des ailes aux acteurs chargés de la répression. À titre d'exemple, l'organisation du sommet du G8 à Gênes en 2001 donna lieu à plusieurs confrontations extrêmement brutales entre les forces de l'ordre et les manifestants. Outre la mort par balle d'un manifestant, Carlo Giuliani, des faits de torture de manifestants et d'opposants au sommet, retenus captifs par la police, furent à déplorer. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Claudio Scajola, appartenait au gouvernement Berlusconi II et il fit montre d'une certaine désinvolture lorsqu'il fallait traiter le dossier. Il a d'abord protégé le policier responsable de la mort du manifestant avant finalement de revenir sur ses propos. Il a promis de prendre des sanctions très dures contre les responsables, mais il est parvenu à limiter l'enquête parlementaire consacrée à cette mort. Et par ailleurs, il n'a jamais inquiété le chef de la police. Enfin, si l'État autoritaire est confronté à des opposants qui cherchent à se structurer en association ou en parti, l'État autoritaire s'appuiera sur l'ordre judiciaire pour faire interdire ces associations ou ces partis au nom de l'ordre public. On l'aura compris, les droits de l'homme ne sont pas prioritaires dans un État autoritaire. S'ils menacent le pouvoir, ils n'auront pas de poids dans les rapports de force entre les différentes composantes de la société. Ces droits peuvent exister, mais ils sont secondaires. Dans certains cas, les États autoritaires vont protéger certains droits contre d'autres droits. Par exemple, le droit à la propriété contre le droit de manifester. La démocratie, c'est aussi la séparation des pouvoirs.
On l'a vu, en démocratie, il faut que le pouvoir soit réparti. Il faut qu'un ou plusieurs pouvoirs puissent arrêter ou au moins limiter un ou plusieurs autres pouvoirs. Cela renvoie au principe des poids et contrepoids. Le pouvoir, tel un poids, doit faire contrepoids face à un autre pouvoir afin d'obtenir un équilibre. Dans un régime autoritaire, le système de poids et de contrepoids est en partie ou totalement déséquilibré. Voici quelques exemples. Soit le pouvoir législatif est trop dépendant du pouvoir exécutif, notamment parce que le parti dominant au Parlement est sous le contrôle absolu de son chef, qui est en même temps le chef de l'exécutif. Le chef de l'État fait alors ce qu'il veut sans contrôle ni contre-pouvoir de la part de la Chambre et du Sénat. Soit le pouvoir judiciaire est composé de juges et de magistrats nommés et soutenus par le pouvoir exécutif, et à ce titre, le pouvoir législatif est soumis à ces derniers, comme d'ailleurs toutes les composantes de la société qui n'osent pas s'opposer au pouvoir, de peur de représailles de la part du pouvoir judiciaire. En général, pour que les juges se soumettent au pouvoir, il faut qu'ils ne soient pas nommés à vie, mais qu'au contraire, ils puissent être révoqués. Ainsi, ils développeront naturellement une attitude prudente et bienveillante à l'égard du pouvoir. Ce phénomène pose également un problème en démocratie où certains partis au pouvoir tentent d'intervenir sur l'indépendance des juges et de la magistrature. Par exemple, en septembre 2018, le Parlement européen a adopté une résolution appelant le Conseil de l'Union européenne à constater l'existence d'un risque clair de violation grave par la Hongrie des valeurs sur lesquelles l'Union est fondée. Cette résolution reposait notamment sur un rapport déposé par la députée Judith Sargentini, lequel mettait en avant divers manquements dont se rendait coupable le gouvernement hongrois de Viktor Orban. Depuis l'arrivée de ce dernier au pouvoir, différentes actions ont en effet été entreprises. Des actions qui mettent à mal le rôle de gardien des normes de la Cour constitutionnelle ainsi que l'indépendance de la justice en Hongrie. D'une part, la Cour constitutionnelle a, suite à la réforme de la Constitution de 2011, perdu un certain nombre de ses prérogatives, dont la possibilité de statuer sur le fond lors de la modification de la loi fondamentale. D'autre part, toujours en Hongrie, différentes réformes ont été mises en œuvre qui remettent en cause l'inamovibilité des juges. Cela avait également été mis en évidence par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies dans un rapport adopté en mai 2018. Dans ce rapport, le comité indique ses préoccupations concernant l'augmentation des prérogatives du gouvernement concernant la composition et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Par ailleurs, le rapport revient sur le cas de l'ancien président de la Cour suprême, Andreas Baca, lequel avait émis plusieurs critiques à l'égard des réformes en cours. En guise de punition de la part du régime, il avait ensuite été mis prématurément à la retraite. Enfin, les trois pouvoirs sont tous liés au parti principal et à ses dignitaires, et à ce titre, il n'y a aucun frein à la concentration du pouvoir. Si l'on reprend l'exemple de l'Allemagne hitlérienne, différentes phases peuvent être observées dans la prise de pouvoir des nazis et leur infiltration dans les hautes sphères étatiques. Si la période 1933-1937 peut être considérée comme semi-autoritaire et semi-fasciste, en raison de l'équilibre entre les forces partisanes de l'ordre étatique et les activistes du mouvement nazi, ce n'est plus le cas à partir de 1938. En effet, à partir de ce moment sont remplacés plusieurs ministres plutôt conservateurs par des fidèles du parti nazi. La nomination de von Ribbentrop, proche d'Hitler, au ministère des Affaires étrangères en fait partie. Par ailleurs, les modifications apportées au niveau des structures internes de l'administration centrale contribuent à regrouper la plupart des compétences entre les mains des nazis, lesquels demeurent soumis au Führerprinzip que nous avons déjà abordé dans le cadre de notre premier module.